du compte, c'est qu'il y a vraiment, à la fin, il n'y a plus que la classe moyenne pour financer les infrastructures publiques et les services publics par le biais de l'impôt. Il n'y a plus que la classe moyenne qui paye les impôts. Et c'est vraiment un coût énorme. Et le dernier point, le quatrième point, mais j'insiste pas, c'est que dans les paradis fiscaux, il ne se passe rien. C'est ça le plus fou. Vous avez un immeuble aux îles Caïmans ou un autre immeuble au Delaware, qui est un État américain qui agit comme paradis fiscal, où il y a des centaines de multinationales qui ont là leur siège social dans le même immeuble. Il y en a, au Delaware, c'est la moitié des grandes multinationales américaines qui sont dans cet immeuble-là. Il n'y a même pas un étage, c'est comme une boîte à beurre, on dirait un centre commercial des années 70. C'est un immeuble totalement insignifiant. C'est à croire qu'il y a un sous-sol de 70 étages. Quoi. Il y a quelque chose d'incompréhensible, mais en fait, c'est seulement des lignes qu'on nous crée dans des registres. On crée une ligne dans un registre et la société peut faire semblant d'avoir une activité au Delaware, alors que c'est seulement des jeux d'écriture comptable, ce sont des boîtes aux lettres. Et je vous invite à... Je vous parlais tout à l'heure des films d'Hollywood. Les artistes nous ont aidés à voir ce que sont les paradis fiscaux. Et j'ai travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Alexandre Gingras, qui a fait un petit film qui est d'accès libre sur Vimeo. Et le petit film s'appelle « Je ne savais pas que je savais ». C'est un petit film qui reprend en 20 minutes des extraits de films d'Hollywood ou d'autres pays, d'autres régions cinématographiques, là, où il est question des paradis fiscaux. Là, vous avez Leonardo DiCaprio qui explique comment ça marche pour avoir une comptabilité parallèle. Puis bon, vous avez Largo Winch, toutes ces références-là qui nous montrent, au fond, les paradis fiscaux constituent un élément de notre champ référentiel et l'heure est venue de les mobiliser. Et ce qu'il faut savoir, je ne sais pas j'ai combien de temps avec tout ça. Il faudra que je conclue, quoi. Ça nous coûte cher. Ça nous coûte très cher, tout ça. C'est pas juste un problème vague, c'est pas une économie parallèle, c'est vraiment la moitié des transactions financières mondiales qui passent par les paradis fiscaux, et ça a pour nous là, au moins 5 grands coûts sur un mode dynamique. Et les gens, souvent, ils me demandent, ça coûte combien les paradis fiscaux, là? Combien on perd? C'est pas juste un chiffre, c'est un monde qu'on perd. C'est tout un ensemble de références et de pratiques. Parce que déjà, il y a ce qu'on perd au sens comptable. Quand il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards de dollars qui quittent le pays sur un mode hémorragique et qu'on n'impose pas, ben à la fin de l'année, il y a ce qu'on appelle un manque à gagner. L'État n'a plus l'argent qu'il faut pour payer les hôpitaux, la santé, l'éducation. Mais ensuite, le gouvernement, comme il fait pas la lutte aux paradis fiscaux, comme il n'a même pas le courage de voter une loi qui consisterait à fermer une échappatoire qui permet à ces milliards-là de s'enfuir vers la Barbade en pleine chambre des communes, alors plutôt que de faire la lutte au phénomène, il les imite. Il dit, ben, le capital qui reste, on va l'imposer moins. Donc là, ça fait encore moins de rentrées dans le trésor public. Et ensuite, il y a la question de l'endettement. C'est qu'à la fin de l'année, on n'arrive pas à boucler le budget. On n'arrive pas à avoir suffisamment d'argent pour financer le salaire des fonctionnaires, le fonctionnement des infrastructures, ainsi de suite. Alors, on emprunte sur les marchés financiers. On emprunte à qui? À ceux qu'on n'impose plus. Donc ça, c'est le monde à l'envers. Là, c'est rendu que c'est les institutions et les organisations financières qui collectent de l'argent au titre du service de la dette auprès des contribuables pour les aider à boucler le budget national. Et donc, on finit par, d'une certaine façon, nous payer des impôts, enfin, payer des intérêts aux grands groupes financiers pour financer un budget qu'on n'arrive pas à boucler parce qu'ils n'y participent pas. Et donc, il y a le service de la dette qui approfondit encore le manque à gagner, le trou. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Au bout du compte, parce qu'on n'y arrive jamais, on impose des tarifs. On dit aux gens, vous allez payer 2 fois pour les services publics. Une fois comme contribuable, quand vous payez des taxes et impôts, là, puis une fois comme utilisateur. Là, c'est tout le discours de la gouvernance qui embarque, là, où on arrête de parler en termes de politique, de citoyenneté, de services publics, de droits, et où on pense strictement en termes économiques et concurrentiels. Là, on serait tous des clients, on serait des partenaires, dans des parties prenantes comme société civile, dans des phénomènes d'acceptabilité sociale et de développement durable. Là, on nous met dans la tête que tout fonctionne comme une grosse business. Alors qu'en réalité, on nous a privés de la chose qui faisait la force sociale, la cohésion sociale, c'est-à-dire les services publics qu'on n'arrive plus à financer correctement. Et enfin, ces services publics-là sont toujours de pire qualité. Et nos salaires stagnent, on paie toujours autant d'impôts, on paie des tarifs en plus pour avoir accès à des services qui sont mauvais. Parce qu'il y a moins de personnel, parce qu'on ferme des bureaux, parce qu'on ferme des chambres d'hôpitaux, parce qu'on ferme l'accès à la bibliothèque, ainsi de suite.
Et donc, tout ça, c'est un coût énorme. Parce qu'on ne sait plus par quel bout prendre le problème. Et il est minuit moins 5, il faut agir. Il y a beaucoup de façons d'agir. Et il y a la théorie des petits pas, puis il y a les grandes ambitions, selon qu'on se sente social-démocrate ou révolutionnaire. L'option social-démocrate, je dirais, c'est celle que vous propose Oxfam, et qui est tout à fait pertinente, c'est de nous apprendre à faire un lien entre le fait de payer des impôts et le moment du budget de l'État, quand le ministre des Finances ou la ministre des Finances indique au peuple ce qu'il en est des finances publiques et des dépenses que le gouvernement va s'autoriser. Je vais donner tant à la culture, je vais donner tant à l'éducation, je vais donner tant à la santé. Quand le gouvernement fait cet exercice-là, en début d'année, c'est parce que, ou en fin d'année, c'est parce qu'il y a eu un moment où on a prélevé l'argent. Et s'il manque de l'argent, il va en manquer quand on dépense, quoi. Et nous, on a fait, avec Oxfam, un lien. On a, à la sortie, des cartes où il est possible d'inscrire qu'est-ce qu'on ferait si on avait à notre disposition 1 milliard de plus dans un secteur qui nous tient à cœur pour lutter contre les inégalités. Qu'est-ce qu'on ferait, là, si tout d'un coup, dans un secteur qui nous importe, et on avait 1 milliard à notre disposition? Quelle serait notre priorité? Et les informations qui seront colligées à Oxfam, il y aura un rapport qui sera étoffé, là, puis qui sera écrit en bonne et due forme au terme de l'exercice, avec des gens aussi qui, sur un mode plus approfondi, se pencheront sur la question. Donc ça, c'est un premier exercice qu'on peut faire strictement pour faire des liens qu'on a complètement oubliés. Souvent, on voit l'État comme étant juste un prédateur qui vient nous arracher notre argent, alors qu'on sait très bien que si on donne $1 dans cette cagnotte qu'est l'État, on est infiniment plus riche que si on le garde dans sa poche. Et vous savez qu'en Suède, là, il y a des taux d'imposition qui sont de 65-70% selon les revenus, et les gens sont contents. Alors, OK, ils payent 70% d'impôts, c'est dur à avaler, mais après ça, tout est gratuit. Les congés de maternité, les congés de paternité sont de 2 ans. L'université est gratuite, la piscine est gratuite, la bibliothèque est gratuite, tout est gratuit. Il y a des services sociaux pour venir en aide à ceux qui sont dans la misère. Les hôpitaux fonctionnent bien. Donc, le reste qu'on a, c'est notre argent de poche, mais tout a été payé parce qu'on est plus riche quand on solidarise, on mutualise nos avoirs que lorsqu'on est dans une logique de concurrence. C'est ça le principe de la cohésion sociale. Quoi. Et on est à un stade de l'évolution où on est face à des entreprises qui se sont complètement arrachées à ça. Donc ça, c'est l'approche, disons, plus progressiste, douce, et une approche plus brutale, ce serait de dire désormais, il faut faire la lutte aux multinationales comme telles, aux paradis fiscaux comme tels, et les imposer sur un mode global et cesser de fonctionner sur un mode fragmentaire. J'ai été un peu long, je vais m'interrompre ici, mais je suis évidemment ouvert à tout questionnement dès maintenant. Alors, je sais qu'il y en a qui quittent parce qu'ils s'en vont en examen, mais les autres, Alain va rester ici pour les questions. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je vais casser la glace pendant qu'il y a du brouhaha. La question est celle-ci. Il y a des pays, comme tu dis, la Suède et tout, qui arrivent à trouver une façon de faire qui est autre. Mais est-ce que la Suède subit, par contre, des contre-coups quand même des paradis fiscaux? Ce qui arrive à l'éviter totalement. Oui, absolument, parce qu'il y a un problème dans les pays scandinaves, même s'il constitue souvent une référence pour nous, c'est que dans les pays scandinaves, essentiellement, l'impôt porte sur le revenu des particuliers. IKEA ne fait pas beaucoup d'impôts en Suède, par exemple. Et c'est un problème parce que les sociétés se comportent comme des méga individus. Elles ont des droits d'individus. Elles peuvent, on le voit, elles peuvent acheter des terrains. Elles peuvent s'approprier des secteurs entiers. Et c'est un jour, les historiens seront fascinés de voir à quel point on s'est laissé totalement dominer par des créatures fictives. Hein, c'est qu'on les multinationales sont comme des Frankenstein. Et dans les pays scandinaves, on n'arrive pas plus à les dompter et à les dresser que dans les autres, sauf qu'avec les actifs qu'on a comme individus, on a compris qu'il était plus intéressant de mettre en commun ce que l'on a que de le garder pour soi. Et ça, c'est un acte, c'est une opération intellectuelle, il faut l'expliquer. Aujourd'hui, tout va dans le sens contraire parce qu'il y a des puissances idéologiques qui, d'une manière extrêmement insistante, nous rappellent à chaque jour que c'est comme consommateur qu'on est fort, alors qu'au contraire, c'est comme contributeur qu'on est fort. C'est le jour où on est dans le pétrin, mais tout est gratuit autour de nous,
On est beaucoup plus fort que si on dépend d'un revenu qui peut un jour nous manquer. Je vais poser une autre question, après ça je vous laisse parler. Tantôt tu parlais de Google, qui fait énormément d'argent, mais au fond c'est grâce à nous. Mais une façon de pénaliser Google, par exemple, qui serait de ne pas utiliser le moteur de recherche Google. Est-ce que ça serait une solution contre les paradis? Ben, en théorie, oui, mais en pratique, les boycotts fonctionnent très très peu. Parce que ça ne dure pas. Oui, puis c'est que les enjeux dont on parle sont politiques, et irréductiblement politiques. Et un enjeu politique est un enjeu qui se pose en commun. Et dès qu'on se fie aux individus, puis à la liberté individuelle, mais forcément, on morcelle le problème parce qu'on n'établit pas de règles du jeu qui permettent aux individus, qui sont du coup des citoyens qui correspondent aux règles du jeu, de s'orienter. C'est tout le problème de ce qu'on appelle en économie le syndrome du fraudeur du transport en commun. On se comporte beaucoup par rapport à des normes, à des règles. Si tout le monde paie des impôts, sauf une poignée de larrons et de gens un peu futés qui s'en sortent, ben, ça ne nous gêne pas trop de payer des impôts, parce que globalement, les gens le font. Mais à un moment donné, si plus personne ne le fait, si le ministre des Finances, Paul Martin, ne le fait pas, puis si le premier ministre Couillard ne le fait pas, puis si le PKP ne le fait pas, puis si, pourquoi j'en paierais, moi? Puis pourquoi je paierais la part qui ne paie pas? Pourquoi moi, en plus, je compenserais pour les pertes qu'ils nous font subir? Je vais faire comme eux. Là, on rentre dans une spirale folle. Et là, après ça, il y a une pensée magique qui peut effectivement consister à dire, ben, si on arrête tous de faire ça, puis si on fait tous autre chose, ça va aller mieux, mais il faut le réglementer. Et c'est là où les institutions publiques sont indispensables pour créer justement ces dynamiques collectives-là. C'est ça qu'on étudie dans le transport en commun. Si vous prenez un autobus et vous vous rendez compte que vous êtes le seul dans l'autobus à avoir payé, et que tout le monde passe à pleine porte sans payer, vous dites, je suis un imbécile, je vais arrêter de payer, je vais faire comme tout le monde. Et c'est ce qui se passe avec l'impôt. Et c'est très grave, parce qu'on se retrouve dans une situation où on revient à ce qu'on appelait dans la théorie politique l'état de nature, la loi de la jungle. On va se retrouver dans une situation, si ce n'est pas déjà le cas, où il n'y a plus de règles qui nous structurent du point de vue de la sécurité, du point de vue du revenu, du point de vue des droits. Très bien. Question? Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative du président équatorien, Rafael Correa, de tenir un référendum, je pense que ça va avoir lieu dans quelques semaines, là, interdisant à toute personne vivant en Équateur qui a des activités dans les paradis fiscaux, des charges de se présenter, par exemple, pour à la présidence ou d'avoir une charge d'État? Je vous remercie de si bien résumer la situation. Hélas, c'est une récupération parce que le président Correa veut mettre en échec son opposant politique principal en sachant qu'il a des comptes offshore. Et il utilise les paradis fiscaux comme un prétexte à des fins électoralistes. S'il était sérieux, il aurait commencé par les entreprises. Et là, il a tellement, en quelque sorte, manœuvré pour que dans son articulation même, son projet vise essentiellement une personne, un peu plus qu'il la nommait dans le projet, qu'on y voit, hélas, une manœuvre qui est dommage, mais qui est encourageante d'une certaine façon, parce que si cette manœuvre-là consiste à récupérer la question des paradis fiscaux, c'est que cette question-là est passée dans les mœurs. Et qu'aujourd'hui, on est suffisamment conscient du problème pour qu'on puisse même l'instrumentaliser. Donc, on peut au moins y voir une sorte de consécration. Mais malheureusement, il y a là une manœuvre qui ne rend pas service à cette lutte que nous partageons par ailleurs. C'est un commentaire. D'abord, ne vous découragez pas, parce qu'à force d'entendre l'histoire comme vous la racontez, j'espère qu'il n'y a pas d'antidépresseur qui est requis pour vous, parce que ça fait du bien de l'entendre. Mais ne vous découragez pas. J'avais jamais entendu avec autant d'éloquence l'ensemble de l'œuvre. Ça m'amène aussi à penser que ce qui est fantastique, c'est que les élus, même régionaux, municipaux, on est devenu un peu convaincus qu'on doit applaudir lorsqu'une multinationale veut venir dans notre secteur et offrir des emplois. Et sur la base de ça, il devient impératif de ne pas rater la chance de se faire offrir des emplois, quitte à tout laisser, c'est-à-dire les accueillir avec l'ensemble des prix, des bonus que l'on donne. Et j'en viens à constater à quel point on est formaté ainsi, parce qu'on espère des emplois. Et je pense que nos dirigeants, nos élus, puis moi je veux pas aller, je félicite ceux qui ont le courage d'être élus, je ne veux pas y aller, je veux œuvrer dans l'éducation par exemple,
Mais je m'aperçois que même quelqu'un qui s'opposerait à ça et qui dirait un instant, on n'a pas à être à genoux devant eux, même s'ils nous offrent des emplois, ça va être dur d'être compris. Je pense que le cinéma est rendu tellement grand. Et que pensez-vous? Je ne pense pas me tromper, mais je pense qu'on est rendu à genoux devant l'emploi et que le gouvernement se dit, même municipal, que son rôle est de créer de l'emploi. Mais je ne suis pas sûr que le premier rôle d'un gouvernement, c'est de créer de l'emploi. Pas du tout, même. Mais les politiques économiques sont devenues plus importantes que les politiques sociales. C'est tout à fait juste. Une entreprise qui vient ici et qui dit, en gros, je ne veux pas de droits de douane, donc merci de voter les accords de libre-échange que vous signez. Je ne veux pas d'impôt sur le revenu, merci de me donner accès à Barbade. Je ne veux pas non plus d'impôt sur le capital, merci de l'avoir aboli. Je voudrais des routes, cependant, merci de m'en construire une. J'aimerais bien avoir un port adapté à mes affaires, là, merci de m'en construire un. J'ai du personnel à embaucher, j'imagine que vous avez des subventions en matière de création d'emplois. Et je développe une machine, là, il me faudrait aussi des subventions en recherche et développement, merci de m'en offrir. Puis quand j'aurai saccagé le territoire, j'utilise du cyanure, je m'en irai. Puis j'imagine qu'il n'y a pas de loi pour me retrouver chez vous, donc c'est super. Donc j'arrive et je vais aller créer 32 emplois de qualité, 150 bas de gamme sur 4 ans. Et tout se passera bien. Et il faudra qu'à un moment donné, quelqu'un dise, mais ces gens-là, on n'en veut pas. C'est une nuisance. Vous savez qu'aujourd'hui, les employés des sociétés minières paient 3 fois plus d'impôts que les sociétés minières elles-mêmes, qui pourtant arrachent à notre sous-sol en valeur de milliards de dollars des richesses non renouvelables. On en est là. Tout ça pour créer de l'emploi, mais c'est un alibi. Parce que le personnel politique, j'entends le premier ministre, le ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères, il y en a quelques-uns, le ministre influent, le Conseil du Trésor, ils ne sont pas nombreux, là, ceux qui décident vraiment des vraies affaires, comme dit l'autre. Ils font partie de l'oligarchie. Ils viennent des mêmes milieux, ils viennent des mêmes écoles, ils viennent des mêmes conseils d'administration, des mêmes clubs, de la même sagare. Ils viennent de tous ces environnements-là. Donc, du coup, ils se grattent le dos, à un moment donné. Qu'est-ce que vous pensez que va faire Philippe Couillard quand il va quitter ses fonctions? Il paraît que c'est pour bientôt. Il ne va pas aller faire de la médecine généraliste en banlieue de Chicoutimi. Bon, donc, on voit très bien à quoi sont appelés ces oligarques qui se fonctionnent comme des gouverneurs. Et nous, quand on vote, au fond, c'est un petit peu comme quand on demande à un enfant s'il veut les mitaines bleues ou les mitaines rouges. Là, habituellement, on ne change pas beaucoup de couleurs. Tout simplement, on va lui faire porter des mitaines. C'est-à-dire qu'on nous fait voter pour la même oligarchie tout le temps. Une dernière question? Moi, je veux de la voix, hein? Non, c'est correct. T'as de la voix. Moi, en fait, je veux savoir, mettons, les médias par rapport à tout ça, est-ce qu'ils se situent dans la problématique là, de la propagande? On le fait pas, on le dit pas? C'est intéressant. Je vais juste dire pour compléter la question, puis après j'y arrive tout de suite, qu'on peut, sur la question des paradis fiscaux, d'ores et déjà agir à toute échelle, y compris municipale. Dans les pays scandinaves, il y a des villes qui ont voté des lois à l'échelle municipale interdisant à la ville de passer des contrats publics avec des entreprises qui ont une activité avérée dans les paradis fiscaux. Il y a l'Île-de-France, qui est une région en France, qui, elle, s'est interdite d'emprunter de l'argent à des banques qui ont des activités opaques dans les paradis fiscaux, avec des définitions. Ensuite, à l'échelle nationale, il y a la France qui a forcé les banques à divulguer pays par pays ce qui en est de leurs actifs dans le monde. Ensuite, il y a les États-Unis avec le FATCA qui ont rendu obligatoire pour les banques étrangères aux États-Unis de divulguer toute information d'un ressortissant américain dans le monde pour faciliter l'accès à l'information. C'est pas parfait, vous êtes des pays très complices par ailleurs, c'est très paradoxal. Mais à chaque échelle, l'Union européenne avec Margaret Vestager qui a attaqué Apple 13 milliards de dollars de punition en tordant la loi parce qu'elle n'est pas faite pour l'aider, mais elle était volontaire. Donc à toute échelle, on peut faire quelque chose. Puis le Parlement canadien a pu faire quelque chose il y a quelques jours. Dans tout ça, étonnamment, les médias font à peu près leur travail. Je dirais absolument pas ça en ce qui concerne l'inégalité des revenus, la situation des assistés sociaux, le libre-échange, plein de questions où les médias sont affreusement idéologiques, mais étonnamment sur la question des paradis fiscaux, il y a une vraie ouverture qu'il faut saluer.
Pour vous donner un exemple, le journaliste le plus pertinent sur la question des paradis fiscaux au Québec, c'est Jean-François Cloutier du Journal de Montréal. Avec Éric Lemay, régulièrement, on a droit à une couverture d'un dossier offshore. Bon, le problème, c'est que le chef de pupitre est incapable de faire des liens ensuite quand on nous apprend par ailleurs qu'on mange des pommes de terre en poudre dans les centres de personnes âgées ou qu'il y a une bibliothèque qui ferme dans une école primaire d'un village. Quoi. Donc ça, on ne fait pas les liens, on est juste dans la sensation. Mais il reste qu'en tant que tel, les gens qui veulent savoir ne se font pas dissimuler l'information. Moi, quand je parle des paradis fiscaux, ou Brigitte Alpin, ou André Larreau, ou Marois Risky, on est quelques-unes, il y a un écho. Il y a Frédéric Zarac de Radio-Canada qui fait partie du consortium international de journalistes d'investigation qui sort annuellement à peu près une primeur mondiale sur un mode concerté pour bien marquer que l'information est entendue mondialement, le même jour, à la même heure, d'une manière analogue. Donc, il se passe des choses, ce qui fait qu'on est un peu avisé. Mais je pense que là, on est à un stade où les gens sont tétanisés. C'est pas qu'ils ne sont pas informés, ils le sont peut-être même trop. Là. On se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on a des responsables politiques qui sont totalement engagés par le processus et que lorsqu'on se pose la question jusqu'à son ultime logique, là, on se rend compte que tout est à refaire, que tout est à faire. C'est un petit peu comme si la Révolution française et américaine, celle des États-Unis, n'avait pas eu lieu. Que ces révolutions modernes qui consistent à placer l'institution au centre d'une vie politique laïque et séculaire, à travers laquelle ce sont des citoyennes et des citoyens qui vont faire valoir leur volonté à travers des institutions publiques qui vont leur ressembler. Tous ces principes politiques-là ont complètement été dévoyés par une oligarchie plutocrate qui détourne tout à ses fins, y compris évidemment les appareils d'État et les appareils de justice. Quoi. Et donc on est dans une sorte de situation où il faut pratiquement être très progressiste, voire révolutionnaire, si on veut envisager une suite. Et, bon, moi je pense qu'on en est là, mais c'est un peu difficile à avaler quand on n'a pas lu Gramsci puis Rosa Luxembourg. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Si notre lecture quotidienne, c'est encore le Journal de Montréal, ou notre fréquentation, ce sont les salles de cinéma qui nous montrent les films d'Hollywood. On est forcément démunis. Monsieur Alain Deneau, souhaitons la fin des paradis fiscaux et le début des paradis sociaux. Merci beaucoup. Il y en a un qui a dit qu'il est averti de notre temps. Moi, je m'en vais manger.